Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce samedi, les mesures de protection contre l'arrivée du virus Ebola. Aucun cas n'a été signalé en France pour le moment, mais un dispositif de surveillance a été mis en place à Roissy pour les passagers en provenance de Guinée. La rentabilité du TGV en question, c'est la Cour des comptes qui pointe les dérives en matière de gestion du trafic ferroviaire. Son rapport attendu la semaine prochaine ne ménage pas ses critiques à l'égard des 6 liaisons à grande vitesse. Les premiers contrôles mis en place pour éviter la propagation du virus Ebola sur notre territoire. Aucun cas n'a été signalé, mais dès ce matin, les passagers en provenance de Guinée ont fait l'objet de tests particuliers à Roissy. Charlotte Casanova et Gladys Bonassi ont recueilli les premiers témoignages. Ces passagers arrivent de l'un des 3 pays les plus touchés par le virus Ebola, la Guinée. Ils ont emprunté le seul vol direct Conakry-Paris. Ce sont les premiers à avoir testé le dispositif de prévention tout juste mis en place par le gouvernement. C'était pas long, c'était pas stressant, ça s'est vraiment bien passé. Est-ce qu'au contraire ça vous rassure? Moi ça me rassure, ça me rassure. Je pense qu'il y a des dispositifs qui ont été pris au niveau de la France, je pense que c'est merveilleux. La population française commence à avoir peur, c'est normal qu'on les rassure. Dès leur descente d'avion à Roissy, leur température a été prise avec un thermomètre laser. Plus tôt, lors de leur vol, les passagers avaient dû remplir un questionnaire de traçabilité. En Guinée, les contrôles sont encore plus rigoureux. À l'entrée de l'aéroport de Conakry, vous allez vous laver les mains à l'eau de Javel. Ça graisse un peu les mains, mais c'est pour la bonne cause. Ensuite, il y a la prise de température. Ce matin, à Roissy, le dispositif français a permis de détecter un nouveau cas. Une femme fiévreuse rapidement prise en charge à son atterrissage. 1 heure après, elle n'avait plus que 37,5. Ce dépistage n'est pour l'instant prévu que pour les vols directs venant des pays à risque, pas pour les vols en correspondance. Pourtant, certains transportent des personnes ayant séjourné en Guinée, au Libéria ou en Sierra Leone. Ça serait bien que ça se généralise, que tous les aéroports de l'Île-de-France et même de la France soient concernés par le nouveau dispositif. On n'a eu aucune information, en tout cas, aucun contrôle, rien par rapport à tout ça. Depuis le déclenchement de l'épidémie en mars, Ebola a déjà fait près de 4600 morts. Parmi les temps forts de ce journal, il y a aussi l'espoir qui renaît au Nigeria, 6 mois après l'enlèvement des 219 lycéennes par la secte Boko Haram. Un accord de cessez-le-feu serait intervenu. Les autorités nigérianes envisagent même une libération des adolescentes dans quelques jours. Le point avec Lise Romboudoul. Dans les rues d'Abuja, l'espoir est revenu, mais avec le doute. Car dans le passé, à plusieurs reprises, les autorités ont déjà annoncé la libération des 219 lycéennes. On serait tous heureux si les filles revenaient. Elles manquent à leurs parents. Elles manquent à tout le monde ici. Toutes les familles attendent la libération des filles depuis 6 mois. On serait tellement heureux. Un accord de cessez-le-feu avec Boko Haram, le groupe islamiste armé, est bien en cours. La présidence nigériane le confirme. Il prévoit la libération des lycéennes enlevées dans cette école il y a 6 mois à Chibok, dans le nord-est du pays. En échange de quoi? De la libération de certains prisonniers islamistes détenus en ce moment dans les prisons nigérianes. Les terroristes ont dit leur volonté d'aboutir à la paix. Ils ont assuré que les jeunes filles et tous les autres captifs sont vivants et vont bien. Pourtant, contredisant la présidence, les services de sécurité nigérians affirment, eux, que rien n'est encore réglé pour la libération des jeunes filles. C'est le Tchad, avec son président Idriss Déby, qui joue au médiateur et chapeaute les négociations. Dans le même temps, les islamistes continuent à attaquer des villages au nord du Nigeria et tentent des incursions au Cameroun. Les combats avec l'armée y sont très violents. Depuis 5 ans, la guerre avec Boko Haram a déjà fait plus de 10 000 morts. L'Église catholique s'est lancée dans une réflexion très importante sur la famille. Le pape François veut en effet faire évoluer la position des catholiques sur des sujets qui sont en pleine mutation dans le monde. Un synode des évêques a été convoqué il y a 15 jours et s'achève ce soir. Après des débats assez mouvementés, Frédéric Agnès nous donne les grandes lignes de ce document final. Une photo pour immortaliser la fin d'un synode mouvementé. 15 jours de débats qui aboutissent finalement à un texte consensuel. Il réaffirme avant tout la valeur du mariage et de la fidélité. Et sur les questions qui intéressent essentiellement les pays occidentaux, la communion des divorcés remariés ou les homosexuels, le document final ménage conservateur et réformateur.
Déception pour les catholiques concernés par ces questions encore taboues il y a peu. Ils avaient cru à plus d'ouverture. Pour comprendre ce qui avait nourri ces espoirs, il faut revenir en arrière. Lundi dernier, ce cardinal hongrois fait le compte-rendu des travaux de la première semaine. Un texte qui suscite la colère des conservateurs justement pour sa trop grande ouverture, notamment concernant les homosexuels, mais surtout concernant les unions de fait, autrement dit les relations hors mariage à l'Église. Résultat, le message final de l'Assemblée des évêques est beaucoup plus timide. Mais ce texte n'est qu'une base de travail que les évêques rapporteront dans leur diocèse. Ils se retrouveront dans un an, toujours au Vatican, pour un second synode. Le pape, lui, rendra ses décisions après. Avant de parler économie, sachez que le parquet a requis un non-lieu pour l'ancien ministre du Budget Éric Woerth devant la Cour de justice de la République dans l'affaire de la vente contestée de l'hippodrome de Compiègne. En France, la Cour des comptes remettra dans quelques jours un rapport sur la SNCF. On sait déjà que ses conclusions sont très critiques sur la rentabilité des TGV. La gestion des 6 lignes à grande vitesse comporte de graves dérives, expliquent les magistrats. On voit le détail de tout cela avec Julien Beaumont. Au milieu de nulle part, voici Vendôme TGV, une gare plus politique qu'économique. Car avec 8 allers-retours par jour pour Paris et 250 000 voyageurs par an, se pose la question de la rentabilité de cet arrêt. Mais pour les voyageurs, pas question d'y toucher. Le TGV est bien trop pratique. Pour venir voir ma grand-mère, justement, c'est plus rapide. Là, par exemple, j'avais juste le week-end, j'avais 3-4 jours. Donc ça met 45 minutes de Paris au lieu de mettre 2 heures. Nous, on y trouve notre avantage parce que forcément, on est loin de Paris et on bénéficie d'un cadre de vie qui est quand même assez confortable. Donc oui, pour nous, ça a vraiment une importance. Voici les lignes à grande vitesse. Et même sur les trajets les plus empruntés, la rentabilité n'est pas au rendez-vous. 3% dans le nord au lieu de 12, 4% en Méditerranée au lieu de 8. Une rentabilité en baisse car le TGV dessert 230 gares en tout, du jamais vu en Europe. Selon la Cour des comptes, les régions se servent du TGV comme outil d'aménagement du territoire. Un TGV sur 4 serait donc déficitaire. Autre raison, le péage payé par la SNCF pour utiliser les voies. Depuis qu'on a créé certaines lignes, les règles du jeu ont changé. Et notamment, les péages que la SNCF paie à RFF ont beaucoup augmenté pour les TGV. Et donc, bien évidemment, la rentabilité de ces choses a diminué. Les Allemands ont d'ailleurs choisi d'arrêter de développer la grande vitesse. Ils mettent en service des trains un peu moins rapides, donc moins coûteux à fabriquer et moins chers pour les passagers. La Cour des comptes préconise donc une réforme du système français pour lui permettre d'affronter au mieux la concurrence en 2019. Et voilà qui nous amène à parler de la grève des transports ferroviaires en Allemagne. C'est très rare outre-Rhin, mais tout le trafic est bloqué, y compris le transport des marchandises. Les employés réclament des hausses de salaire et le mouvement social est particulièrement dur. Et puis en Angleterre, un mouvement de protestation également très inhabituel. Des dizaines de milliers de personnes, fonctionnaires ou salariés du privé, ont défilé aujourd'hui dans les rues de Londres pour protester contre les baisses de pouvoir d'achat. Fin de ce journal, tout de suite le loto, puis la météo de Catherine Laborde et nos chers voisins. Ce sera ensuite Danse avec les stars, présentée par Sandrine Quétier et Vincent Serrouti. Pour l'information, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 13h et à 20h. Bonne soirée sur TF1, à demain. Retrouvez toute l'info sur le site et l'application MyTF1 News.